et on est ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Et pour l'occasion, nous accueillons Patrick Trouillat. Donc merci Patrick d'être avec nous aujourd'hui. Patrick Trouillat est professeur de chimie physique à la faculté de médecine pharmacie de l'université de Limoges. Il a réalisé une thèse dans le domaine de la physique des matériaux à l'université de Limoges et il a ensuite développé une unité de modélisation moléculaire au sein de la faculté de pharmacie à Limoges. Et il a publié plus de 100 articles, en grande partie dédiés à la modélisation moléculaire de molécules d'origine naturelle. Ensuite, en 2019, il a cofondé la start-up InSilibio, qui réalise des calculs in silico à la demande pour les industries cosmétiques, agroalimentaires et pharmaceutiques. Et depuis 4 ans, il a aussi développé une activité de vulgarisation scientifique et il a réalisé plusieurs illustrations et BD scientifiques. Et donc, c'est de tout ça qu'il va nous parler aujourd'hui, au travers d'un voyage initiatique de la chimie computationnelle des molécules d'origine naturelle à la vulgarisation scientifique. Donc à la fin de la présentation, il y aura une session questions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole à la fin. Ou alors vous pouvez aussi utiliser le chat pendant la présentation et puis on lira vos questions à la fin. Pour les personnes qui n'ont jamais assisté au webinaire, il y a aussi, on va aussi enregistrer le webinaire et ils seront après disponibles sur notre chaîne YouTube si vous voulez les revoir plus tard ou voir les anciens webinaires que vous avez manqués. Donc encore merci à tous d'être là. Et puis Patrick, je vous laisse la parole. Ok, merci Mallory. Voilà, l'introduction est faite. Merci. Donc je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, vous me dites que ça fonctionne, c'est bon, vous voyez bien le... Oui, c'est bon, c'est super. Voilà. Ouais. Ok, donc merci pour l'invitation. Comme j'avais dit, quand on a un petit peu essayé d'organiser ça, c'est vrai que j'ai développé une recherche autour de la modélisation moléculaire de molécules d'origine naturelle, mais je fais un petit peu moins j'ai un peu moins le temps pour faire des projets de recherche académique et puisque en effet, je suis un petit peu parti vers de l'illustration scientifique et plus de vulgarisation scientifique. Et du coup, ce que je proposais, c'était de faire un petit peu le tracé de tout ça, comment, à partir des recherches qui ont été développées, je suis arrivé à faire de la bande dessinée scientifique. Donc, je suis chercheur affilié dans une unité de recherche INSERM à l'Université de Limoges. Je suis également chercheur affilié dans un institut de recherche en République tchèque depuis 15 ans à peu près. Et puis, en effet, à peu près 5 ans, on a cofondé une start-up avec Maxime Jouot qui s'appelle InSilibio. Voilà, et j'évoquerai un tout petit peu dans la présentation très rapidement. Et si vous avez des questions, on pourra en parler un petit peu après. J'ai sorti un titre hier, hein, j'avais peur que ça fasse un peu pompeux, voyage initiatique. Le voyage initiatique, c'est surtout pour moi, hein, c'est comment je suis allé du coup de cette recherche sur les molécules d'origine naturelle à l'illustration scientifique aujourd'hui. Donc, quand j'ai eu mon poste à la faculté de pharmacie, j'étais, comme Mallory l'a dit, j'avais une formation plutôt de physicien, physique des matériaux, physique chimie. Et donc, je suis arrivé dans une fac de pharmacie où, finalement, avec mes compétences physico-chimie, il a fallu que je parle et j'interagisse avec des biologistes, des pharmaciens et en particulier, j'étais dans une unité de recherche qui travaillait sur les molécules d'origine naturelle et leurs propriétés biologiques. Et donc, petit à petit, après m'être formé à ce langage et à ce qu'on pouvait apporter, j'ai eu la chance de développer une unité de recherche de modélisation moléculaire. Je me suis formé avec mes anciens collègues qui faisaient de la modélisation moléculaire sur les matériaux. Et finalement, on a exporté les méthodologies pour travailler sur les molécules d'origine naturelle. En particulier, j'ai beaucoup travaillé sur les polyphénols. Ici, vous voyez à l'écran un noyau flavonoïde. Et en particulier, je vais vous montrer des choses qui étaient des parties de la recherche qui ont été faites ces 15-20 dernières années
dans le laboratoire et qui m'ont particulièrement plu, et puis aussi qui sont pleins de couleurs parce que justement c'est des choses qui ont amené à vulgariser scientifiquement un petit peu plus facilement. Donc là, on a beaucoup travaillé sur les anthocyanes. Et les anthocyanes, c'est vraiment une molécule, c'est une des molécules fantastiques, et une famille de molécules qui, telle qu'elle est là, vous voyez, avec sous forme de radical cation, c'est une molécule qui est plutôt rouge comme ça. Et alors, désolé pour ceux qui connaissent bien cette chimie et ces molécules, sont des molécules qu'on retrouve en particulier dans le vin rouge, c'est pour ça que je mets ça ici, mais un peu en gros dans tous les fruits et légumes où il y a un peu de violet. Et donc, c'est une molécule qui est rouge à tout petit pH. Et si on augmente un petit peu le pH, elle devient violette, puis bleue, et finalement, encore une fois, bleu ciel. En fait, c'est la succession de déprotonation. Hein, si je déprotonne une première fois ici, ça devient violet. Je redéprotonne ici, ça devient bleu. Et on peut redéprotonner une troisième fois sur le même noyau ici, et ça va devenir bleu ciel. Ensuite, si on chauffe un petit peu, on peut même casser la liaison chimique ici. Et cette molécule peut même donc la molécule cassée, c'est une chalcone qui est plutôt jaunâtre. Et si elle se réagence un petit peu, elle va donner des produits cinétiques qui sont en équilibre, les deux là, et un qui est sans couleur. Le jaune, d'ailleurs, s'il est mélangé au bleu, il va faire du vert. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une molécule qui, juste avec quelques changements, peut prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme je le disais, ça se prête particulièrement à des expériences de vulgarisation scientifique. En particulier, là, je vous montre les restes d'une salade de choux rouges où ici, on a mis du citron. Ici, on a de l'eau plutôt un peu plus neutre. Et ici, avec du bicarbonate de sodium, et ben on arrive à arriver sur le bleu et on mélange toutes ces couleurs. Alors, le fait est que le vin rouge est rouge, mais il ne devrait pas être rouge au pH où le vin du pH, c'est autour de 3,6. Et en fait, quand je disais tout petit pH, en fait, c'est des pH extrêmes. Hein. Pour avoir le rouge, il faut être très bas en pH. Et donc, normalement, c'est une forme, là, la forme cation, pardon, elle n'existe pas au pH du vin. Mais il y a plein de processus chimiques qui aident à stabiliser cette couleur. Alors, en particulier, nous, on a étudié un processus qui est de copigmentation avec des interactions non covalentes entre les pigments, l'anthocyane, et des copigments qui sont souvent d'autres polyphénols, des flavonols, par exemple, ici la quercétine. Et ces molécules s'associent. C'est quelque chose qui était connu expérimentalement, parce qu'on peut le voir avec des décalages spectraux. On arrive à voir que les molécules s'associent dans la solution, mais c'est sinon très difficile à voir parce que c'est en solution. Et c'est là où la chimie computationnelle, la modélisation moléculaire a pu apporter sa brique à l'édifice. Et en particulier, on a commencé par faire des calculs de chimie quantique. Je ne rentre pas dans les méthodologies, hein, si vous êtes intéressé, vous n'hésiterez pas à me demander. On a fait des calculs DFT pour ceux que ça intéresse, pour essayer de voir comment ces pigments s'associaient. Et ils s'associent, en effet, on a des méthodologies qui montraient bien cette association. Là, avec nos deux pigments, hein, l'anthocyane et la quercétine, ça s'associe comme ceci. Ou si je le regarde dans ce plan-là, on a ici une distance d'équilibre autour de 3,50 typique des interactions de Van der Waals qu'il peut y avoir. En fait, ce sont des interactions de type pipi-stacking qui peuvent exister entre ces deux molécules. Et donc, ça, on a fait par la méthode de chimie quantique. Et ensuite, on est allé un peu plus loin pour comprendre ce qui se passait de façon dynamique. Et on a fait des calculs de dynamique moléculaire. Donc là, c'est des calculs qui perdent un peu l'information sur la structure électronique des molécules, mais qui donnent des informations en temps de ce qui se passe entre les molécules. Il faut imaginer ici des molécules d'eau autour, hein, je les ai cachées pour faciliter la lecture, mais donc le pigment et le copigment tournent les uns autour des autres. Et c'est intéressant parce que ça a changé le paradigme de ces interactions. On imaginait quelque chose de très figé, et en fait, c'est à l'inverse quelque chose de très dynamique. Il y a bien des interactions relativement fortes, mais pas suffisamment pour que ça reste trop longtemps. Et donc, ça bouge, ça fluctue en permanence. Et ça, voilà, c'était vraiment intéressant. Ça montrait, on a eu de jolies réalisations, de jolies publications là-dessus pour expliquer et formaliser tout ça. On arrivait à voir la sélectivité des différents pigments
par rapport aux différents copigments et donc prédire quelles étaient les interactions privilégiées. Donc beaucoup d'effets hydrophobes, du pp stacking, des interactions hydrogènes en fonction des différents types de molécules. Et on a même réussi à prédire les décalages spectraux qui pouvaient exister dans ces systèmes pigments-copigments. Ça, c'était intéressant parce que ça collait très bien avec les données expérimentales. Voilà, ça a ouvert vraiment des jolies portes, comme je dis en publication, mais également au niveau industriel. On a eu des contacts avec des cosmétiques et des industries agroalimentaires qui voulaient trouver les meilleurs couples pigments-copigments. Et on a trouvé des méthodologies de calcul assez simples, rapides, et basées sur la dynamique moléculaire. Vous voyez ce qui se passe quand on regarde un petit peu dans le temps. Ça, c'est les différentes positions des copigments. Donc, il y en a un là, 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 dans le temps. Hein. Et donc, on voit dans le temps, en fait, ça fait comme une sorte de couverture, de carapace autour du pigment pour le protéger, pour lui stabiliser sa couleur. Et en évaluant le pourcentage d'interactions non covalentes entre les pigments et les copigments, on arrivait à trouver quels étaient les couples pigments-copigments les plus intéressants. Là, je l'appelle pigment 1, pigment 2, copigment 1, copigment 2, parce que c'est confidentiel, c'était avec une boîte cosmétique qui voulait trouver les meilleurs couples. Voilà, et donc le meilleur couple, c'est celui qui avait le plus d'interactions, en l'occurrence le pigment 2 et le copigment 2. Ça a ouvert d'autres voies aussi, comme je vous dis, dans l'agroalimentaire. Ça, c'est des systèmes qu'on a étudiés à peu près de la même manière, où on essayait de trouver des pigments copigments. Mais là, c'est pour autre chose. C'est pour des activités biologiques. Je vais en parler un petit peu après, parce que ces interactions non covalentes, ça permet également, j'en reparlerai un petit peu plus loin, de potentialiser les activités antioxydantes de ces molécules, qui sont également des antioxydants. Et ça, c'était pour une industrie agroalimentaire qui voulait faire des formulations antioxydantes plus efficaces, et notamment en favorisant ce type d'interaction. Voilà. Juste avant de passer à l'autre partie des activités de ces molécules, les activités biologiques de ces molécules, juste pour dire ce que je vous dis, hein, je mets plein de couleurs ici, c'est une recherche que j'ai aussi beaucoup aimée parce qu'on a fait de belles réalisations scientifiques, mais également derrière, j'ai construit une conférence vulgarisation scientifique qui fonctionne très bien. Comme je disais, hein, c'est des pigments qui sont dans le vin, mais dans plein d'autres fruits et légumes. Et en particulier, ce phénomène de copigmentation se trouve dans les boissons, dans les jus, dans le vin, ça peut également. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller loin dans la science et de parler de choses. On parle d'interaction de pp stacking qui déplace, qui stabilise les couleurs. Et pour autant, j'en parle dans les écoles, dans les collèges, au grand public. Alors c'est intéressant parce que au lieu du vin, on utilise le chou rouge, qui est un pigment, c'est des pigments similaires. Et le chou rouge, on fait du jus de chou rouge et de la même manière, comme je vous montrais tout à l'heure, ça change de couleur. On fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possible avec des manipulations que je peux montrer aux gens. Et donc expliquer de la science et faire des démonstrations de cuisine moléculaire. Donc, ça, c'est intéressant. Et mieux encore, cette conférence, on l'a souvent associée à la dégustation des dégustations de vin. Et donc, ça faisait une belle conférence qui fonctionnait très bien. Hein. Vous invitez les gens pour boire du vin et ils vous écoutent parler un peu de science. Donc, une petite demi-heure de science, une demi-heure de dégustation de vin. Voilà, et ça fait une conférence qui fonctionne bien. Alors, toujours ces polyphénols, les anthocyanes, mais tout un ensemble d'autres polyphénols, on sait qu'ils sont bons pour la santé. On en a beaucoup parlé, ça a évolué. Moi, j'ai un petit peu lâché, je suis un tout petit peu moins au courant des toutes nouvelles évolutions, mais on sait que c'est bon pour la santé, mais c'est pas évident, on n'en développe pas facilement des médicaments, peut-être qu'on n'en développera même jamais. Pourquoi? Parce que ces molécules, d'abord, elles fonctionnent au micromolaire, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut quand même des concentrations un petit peu plus fortes qu'on va utiliser pour un médicament. Mais donc, par contre, il y en a plein dans l'alimentation. Et alors, ce que je montrais ici, c'est qu'en fait, ces molécules sont in vitro extrêmement actives dans plein de types d'activités biologiques.
Ce sont en particulier des antioxydants, mais aussi des anti-inflammatoires. On a trouvé des propriétés antibactériennes, anticancéreuses. Je pense que si on tape une pathologie et polyphénol, on trouvera à coup sûr des publications. Donc in vitro très bien, parfois in vivo. Mais alors un des problèmes, c'est qu'ils sont assez peu biodisponibles pour beaucoup d'entre eux. Et donc, pareil, parce qu'ils sont, après l'estomac, fortement métabolisés. Alors, il a été vu que jusqu'à l'estomac, ils peuvent fonctionner tels qu'on les ingère, hein, je veux dire, pas modifiés. Et donc, il y a des activités antioxydants au niveau de l'estomac qui ont été révélées assez intéressantes. Mais ensuite, eh ben, ils ont tout un cheminement à faire et ils vont traverser des membranes, être métabolisés par des enzymes du métabolisme. Ils vont devoir passer les membranes. Alors, est-ce qu'ils les passent de façon passive, par perméation passive? Est-ce qu'ils empruntent des transporteurs pour rentrer, pour sortir? Il y a effectivement des transporteurs d'efflux ici, des transporteurs d'efflux pardon, je me suis trompé de sens, ici, c'est transporteur d'influx. Il y a des transporteurs d'efflux qui arrivent à prendre en charge les polyphénols. Et voilà, et donc, quand on a commencé à faire de la dynamique moléculaire, ben, alors il y a une partie dont je ne parle pas, c'est qu'on avait réussi sur ces activités antioxydantes, avec des calculs de chimie quantique, à prédire l'activité antioxydante de ces molécules de façon assez efficace. Ça marchait bien, les calculs fonctionnaient extrêmement bien par rapport aux données expérimentales sur la capacité à piéger des radicaux libres. Mais ensuite, on a essayé d'aller vers des systèmes un petit peu plus concrets, plus proches de la biologie. Et donc, la question était, ces polyphénols doivent interagir avec les membranes, peut-être y rester. Et donc, on a commencé à faire des calculs de dynamique moléculaire de membranes biologiques. Et voilà, et je vous montre ici des dynamiques moléculaires classiques. Je vois un petit peu, je vous montre juste que ça bouge, mais on a fait ça sur de nombreux composés, des molécules qui partaient de l'eau, qui rentrent, qui fluctuent dans les membranes. Alors, d'une manière générale, les polyphénols sont des molécules amphiphiles, et donc pour beaucoup vont rester à l'interface entre les têtes polaires et les lipides. Et donc, en effet, c'est des molécules qui sont connues pour s'accumuler dans les tissus, et par dynamique moléculaire, on arrive vraiment à reconfirmer tout ça. Et alors après, ça nous a permis de positionner de façon assez précise des choses qu'on n'arrive pas tout à fait à voir expérimentalement, de façon assez indirecte, assez précise les molécules au niveau des membranes biologiques, donc plus proche de l'eau, plus proche des têtes polaires, plus proche du centre de la membrane biologique, et donc pour prédire un petit peu leur capacité à notamment inhiber la peroxydation lipidique. Alors, en l'occurrence, en fonction des structures chimiques de ces différents polyphénols et autres molécules antioxydantes, ça va être plus ou moins profond. Si c'est trop proche des têtes polaires, ce ne sera pas actif et très efficace pour bloquer la phase de propagation de la peroxydation lipidique. À l'inverse, d'autres molécules qui s'enfoncent un petit peu plus seront capables de bloquer ces phases de propagation et ces radicaux libres qui se forment dans la propagation de l'oxydation des lipides. Alors, je pas toutes les données, il faut aller voir les publications, mais toutes ces prédictions théoriques étaient systématiquement confrontées à des données expérimentales, des mesures souvent in vitro ou des tendances qui avaient pu être observées sur des organismes ou in vivo. Et donc, ça corrèle vraiment bien. On corrèle l'activité de piégeur de radicaux libres, on corrèle le positionnement des molécules dans les membranes grâce à ces dynamiques moléculaires. Et autre chose que l'on avait fait qui avait bien fonctionné, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que les molécules s'associent de façon non covalente peut aider à potentialiser l'activité antioxydante. Et donc, ça, c'est un phénomène qui était connu avant qu'on fasse les calculs. On savait que la vitamine E, par exemple, avait un effet synergique avec la vitamine C. En d'autres termes, la vitamine C régénérait la vitamine E quand elle avait piégé ses radicaux libres. Et les polyphénols, quand on étudiait ça, avaient semblé avoir des activités à peu près similaires. Voilà, et donc on a mis vitamine E, vitamine C et des polyphénols dans les membranes. On a trouvé leur position relative. Vous voyez ici, là c'est l'eau,
Là, ce sont les lipides, la membrane biologique. Et donc, on a trouvé des positions relatives des différentes molécules, de façon assez attendue, bien sûr. Ça, c'est plus hydrophile, c'était proche de l'eau, un peu plus amphiphile, un peu plus profond, et celle-ci un peu plus ancrée dans la membrane. Voilà, et les molécules, en fait, on a simulé, on a eu un peu la chance de laisser aller les dynamiques un peu plus longtemps, ce qu'on était capable de faire à ce moment-là. Et par exemple, ici, vous voyez une vitamine E et une quercétine, et les molécules dansent, s'enfoncent plus ou moins profondément, remontent, fluctuent, diffusent. Et à un moment, on les a vues interagir entre elles, et quand l'interaction a commencé, cette interaction est restée suffisamment longtemps, exister pour avoir un sens au niveau de la diffusion biologique. Et alors, c'est intéressant parce que ça permettait de comprendre ces phénomènes de régénération. C'est à l'intérieur de ces complexes non covalents, la régénération est facilitée. Typiquement, ça veut dire là, je vous le fais, si la vitamine E est suffisamment profonde, elle piège les radicaux libres de la peroxydation lipidique, devient elle-même radicalaire, et comme elle peut être associée à des polyphénols, s'il y a des polyphénols dans la membrane à ce moment-là, ils viennent s'associer un petit peu et favorisent une régénération par transfert d'électrons ou transfert d'hydrogène, facilite la régénération de cette vitamine E, qui peut à son tour être piégée à un nouvel radicaux libre, etc. Même phénomène donc, qui peut exister entre la vitamine C et la vitamine E, avec des interactions un petit peu différentes, mais des interactions non covalentes qui existent de la même manière. Voilà, j'arrête un peu sur la partie sciences et recherche académique. Rapidement, et là encore, si vous avez des questions, on peut en parler après, mais je vous montre une belle image ici, parce que c'est vrai que cette recherche en modélisation moléculaire, elle a l'avantage d'être très visuelle, et donc elle permet d'expliquer, moi je trouve, j'ai eu la chance de pouvoir expliquer des phénomènes parfois assez compliqués aux biologistes, aux pharmaciens, donc il y avait dans le laboratoire, à l'université, et au-delà après. Et ça a permis d'ouvrir des collaborations très interdisciplinaires, donc c'est intéressant. Et vraiment, le poids là, du visuel est vraiment important. Et je parle de ça parce que ça nous a aidé aussi à créer cette start-up. La start-up s'appelle InSilibio pour in silico, les calculs in silico pour les systèmes biologiques. Et donc, sur ce graphisme et toute la science qu'il pouvait y avoir derrière, on a créé cette start-up qui fait de la modélisation moléculaire à la demande pour les industries pharma, cosmétiques et agroalimentaires. C'est une start-up qui a maintenant 5 ans. Il y a 8 personnes dans la start-up, donc c'est une start-up qui fonctionne, qui tient. Je ne peux pas dire que ça y est, on est sauvé et qu'elle durera encore, j'espère, longtemps, mais il y a des clients, ça marche bien, ça fonctionne bien. Il y a des modélisateurs moléculaires, alors bien sûr le patron, le directeur de la start-up, mais on a également 2 graphistes qui aident énormément à valoriser les données scientifiques et les transférer pour présenter aux clients. Dans les clients, il faut s'imaginer qu'il y a des gens qui veulent justement beaucoup de science, et des gens qui veulent juste quelques images, et voilà, et des gens qui veulent les deux, bien sûr. Et donc, on essaye de répondre à ça le plus possible, et pour le moment, ça fonctionne. Voilà, à côté de tout ça, je peins, je dessine depuis longtemps. J'ai eu des phases où c'était un petit peu plus difficile, bien sûr, mais j'ai aussi une phase où je me suis dit que peut-être j'avais envie de mêler les deux, et donc de mêler le dessin et les sciences. Je vous confesse que je ne savais pas trop vers où j'allais à ce moment-là. Et honnêtement, la bande dessinée scientifique s'est avérée comme étant le plus facile pour mêler art et sciences, et avec une demande qui arrivait assez forte à ce moment-là. Bon, mais il faut s'imaginer que moi, comme je dis, je suis juste un scientifique, et j'avais envie de mêler les deux, mais je me suis rendu compte que faire passer quelque chose d'un hobby à une activité professionnelle, ce que j'essaie de faire, de professionnaliser ça, et ça prenait du temps, c'était long. Voilà, j'ai eu la chance d'être accepté dans des séminaires, un workshop en particulier en Allemagne avec des pros de la BD. C'était une belle porte d'entrée, et ensuite j'y suis allé, j'y vais tous les ans presque. Et j'ai beaucoup appris. Et puis voilà, beaucoup d'interactions, beaucoup de conseils, des conseils dans tous les sens, fais comme ci, fais comme ça. Et la clé, c'est de
sacrifier peut-être des choses d'un côté et puis de se mettre à dessiner beaucoup. Ensuite, eh ben, la BD, c'est bien, mais il faut aussi créer des histoires, donc faire des storyboards. Je ne vais pas du tout faire, alors j'apprends encore maintenant. Et puis, il faut aussi créer des personnages. Alors, j'ai créé Herman, le petit robot qui connaît plein de choses, et Bégonia qui pose plein de questions. Et puis, améliorer ces personnages. Et c'est bien, hein, aujourd'hui, l'université m'a demandé de créer un personnage. Alors, j'essaie de travailler dessus. Et voilà, c'est intéressant. Un autre aspect de tout ça, c'est qu'il faut diffuser. Ça, c'est compliqué aussi. Alors, pour diffuser, on me dit, d'abord, j'ai fait quelques BD, on les a diffusés sur Instagram, Facebook. Moi, je suis un peu vieille école, hein, donc ça ne me parlait pas beaucoup et je ne voyais pas beaucoup le retour. Je me suis fait créer un site internet que vous pouvez visiter si vous voulez, qui s'appelle illustratifique.com. Hein. Je le rappellerai si vous voulez à la fin. Là, je pose tout. C'est pas évident toujours d'avoir des retours, mais ça permet quand je rencontre les gens dans des expos, dans des congrès, j'arrive j'ai au moins quelque chose pour qu'ils aillent voir. Voilà, trouver un éditeur pour publier des BD, c'est pas tout de suite d'actualité parce que c'est une autre démarche, j'ai pas encore besoin de ça. Et aussi trouver des projets justement à l'interface entre les sciences et la BD. Je vais rapidement, là je vais prendre 5-10 minutes pour vous montrer les différentes réalisations. Ça a commencé au début, quand j'avais envie de faire cette démarche, j'ai eu la chance d'interagir avec la directrice de la CCSTI sur Limoges. Vous connaissez peut-être, hein, normalement il y a des CCSTI partout, il y a des départements de diffusion de la science. Et donc, avec mes deux personnages, on a créé plusieurs histoires. Des histoires, alors honnêtement, quand j'ai fait un peu cette transition, on n'était pas loin du Covid. Donc, la première histoire, c'était expliquer ce que c'était que des vaccins ARN. Puis, il y avait la mission sur Mars qui était partie. Donc, on parlait de ceci. Ensuite, les ordinateurs quantiques. Il faut savoir que ces histoires, ce sont des petites histoires. Vous voulez voir sur le site internet de 10 pages. Et voilà, alors par exemple, raconter l'ordinateur quantique en 10 pages, c'était un peu un challenge. Voilà, c'est fait, elle existe, la BD. Plus facile, les ressources en eau au Limousin, ça c'est par exemple une BD qui a été beaucoup diffusée dans la région, partout dans les écoles, collèges, fêtes de la science, on a beaucoup distribué. Je dis distribué parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ce souci de distribution et de comment le montrer. Certes, il y a le site internet. Là, je vous en montre une, justement, cette fameuse ressource en eau Limousin. Donc, en général, je mets en scène Herman et Bégonia. Et voilà, et donc ils se baladent là, en l'occurrence dans la région, et bon, il explique un petit peu comment sont les sous-sols en Limousin, comment on stocke l'eau, comment il faut nettoyer, comment c'était avant, comment c'est maintenant, et comment sera le futur. Et voilà. Et on a eu une diffusion qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a imprimé ces petites BD sous je ne l'ai pas ici, dommage, un petit format papier en accordéon qui rentre dans une pochette. Et ça, c'était bien. On en a imprimé d'abord 1000, puis 3000. Et donc, ça, on a beaucoup distribué, école, collège, lycée, fête de la science. Voilà, c'est une façon qui me plaît bien parce qu'après, il y a le contact avec les gens qui est intéressant. Également, je vous disais au début que j'étais associé à un institut de recherche en République tchèque qui s'appelle Catherine. Hein. J'ai fait pas mal de recherches avec eux. Et puis maintenant que j'ai un peu lâché les projets de recherche académique, je leur fais une BD tous les 6 mois pour leur newsletter. C'est une BD de 2 pages. Et donc, ils choisissent c'est un institut très multidisciplinaire. Hein. Ils choisissent une recherche bien particulière qui a bien fonctionné sur le moment. Et on fait une BD vulgarisée qu'ils utilisent énormément dans les fêtes de la science. Je n'ai pas toutes les photos ici, mais alors ils poussent à fond. Hein. Dans la fête, à la nuit des chercheurs, ils font des badges d'Herman et Bégonia, ils font des stickers, ils ont des expositions. Donc ça fonctionne bien et c'est intéressant et stimulant. Le processus, c'est souvent je rencontre les chercheurs à la demande, les scientifiques qui sont intéressés. On construit un storyboard ensemble. Je le construis, je leur propose, on corrige. Et ensuite, je me lance dans le dessin. Je fais le dessin, crayon. Je travaille beaucoup sur la tablette, c'est plus facile maintenant. Et je me lance dans la couleur. Et ensuite, on se lance dans le processus d'édition et d'impression. Rapidement, un ou deux autres projets.
le temps, bon, je peux prendre, voilà, je vais avoir à peu près 5 minutes. On a eu plusieurs autres projets, un projet qui m'a été demandé à l'Université de Limoges. J'avais fait des petits portraits de chercheurs dans le cadre d'un projet européen. J'avais fait une BD assez longue sur un projet européen. Je l'ai enlevé parce que j'avais peur que ça fasse un petit peu long là. Mais si vous êtes intéressé, je peux vous montrer, vous pouvez regarder sur le site internet. Et j'avais donc du coup fait des portraits des différents chercheurs avec un petit peu leur pédigré après scientifique. Et ça avait plu. Et alors on m'a demandé de faire une exposition sur des femmes scientifiques, une petite dizaine, 9 exactement, et on avait, que j'ai rencontrées. C'était vraiment très riche. On racontait plein de choses sur leur carrière. L'idée, c'était de dire si elles avaient une carrière facile, pas facile. Et donc, j'avais un portrait d'elles, hein, plus tout leur parcours, leur CV. Et ça a été imprimé sur des kakémonos, vous voyez ici, hein, de 2 mètres de haut à peu près. Et c'est une exposition qui circule dans les collèges pour sensibiliser les jeunes filles et ne pas hésiter à se lancer dans des carrières scientifiques. Et ça, c'était l'inauguration. C'était un super moment parce qu'elles étaient presque toutes là, sauf Madame Bardel. Et c'était très chouette parce que voilà, elles étaient là, on interagissait, elles se prenaient en photo devant les posters et voilà, on a passé un moment intéressant. Également, je vous montre ce projet, c'est intéressant. J'ai été recontacté par la CCSTI d'Orléans qui avait vu que je faisais des BD scientifiques. Et c'est très rigolo parce que c'est un collègue que je connaissais des polyphénols d'avant qui était intéressé par faire une BD et qui ne savait pas que je faisais ça. Et donc, on est parti pour essayer de finaliser son projet ANR qui s'appelle Actilin, c'est sur les molécules du lin. Et l'idée, c'était de partir avec 3-4 pages maximum. Hein. Bon, on a fini avec une BD de 16 pages. Elle est finie depuis un moment. Je vous la passe assez rapidement hein, pour expliquer voilà, comment on peut valoriser les molécules les polyphénols qu'il va y avoir dans le lin. Et tout le processus de valorisation, de recherche scientifique. Voilà, et Herman explique, vont rencontrer les gens du labo, et puis tout c'est toujours pareil, Herman parle toujours beaucoup trop, et Bégonia finit par décrocher. Et voilà, donc c'est un projet qui est chouette, qui est intéressant, mais qui est malheureusement pas encore diffusé, et il me tarde un peu qu'on finalise et qu'on arrive à diffuser quelque chose. On devrait faire un petit livre avec d'autres documentations dessus pour complètement finaliser. Et finalement, le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est ça, on a reconstruit à la fac de sciences de Limoges un accélérateur de particules, enfin précisément la partie haute tension d'un accélérateur de particules qu'il y avait il y a longtemps à l'université. C'est reconstitué dehors comme ça, bien sûr il n'y a plus l'électronique, hein, mais c'est assez visuel. Et derrière, vous voyez, il y avait un mur qui n'était pas beau. Et le collègue m'a dit, si je pouvais faire quelque chose avec. Et donc, j'ai fait une bande dessinée scientifique de ce qu'était, grand public, je veux dire, de ce qu'était un accélérateur de particules, qui a été publié, comme je vous ai dit, en 3000 exemplaires avec la petite pochette là, et le dépliant que l'on a diffusé. Mais je l'avais aussi conçu pour que ça puisse être imprimé sur comme une fresque de 7 mètres de long sur 3,50 mètres de haut. Et voilà, cette fresque s'est imprimée en une fois sur une toile tendue comme ça. Et elle est dehors là depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est chouette hein, parce que nous, on est... alors là, le stylet marche moins bien. Là. Ça bug un peu. Je pense que les diapos sont un peu lourdes. Mais nous, on est derrière dans le bureau, on a une vitre sans teint et on voit des fois les gens qui passent et qui viennent lire la BD. Donc ça, c'est intéressant là-dessus. Voilà, ça bug un tout petit peu mes diapos. Je vous les passe hors vidéo si ça veut. Non. Voilà, la présentation est un peu lourde, peut-être tout à l'heure ça va se réafficher. Si vous êtes intéressé par la BD, parce que là du coup vous ne la voyez pas, la BD si je zoome un tout petit peu, elle est là, mais ça fait beaucoup d'images et les vidéos je pense que ça a un petit peu bugué sur l'iPad. Mais voilà, si vous êtes intéressé, allez voir la bande dessinée sur le site internet. Vous voyez c'est ici, hein, je remets cette diapo, elle va passer. Non.
Je vous la laisse comme ça, sans présentation. Ça va peut-être se réafficher. Tout à l'heure, ça se réaffiche. C'est bien, ça va repartir. Et puis, de toute façon, là, j'ai passé ma demi-heure largement. Donc, je m'arrête. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Voilà, et en même temps, pendant que les questions arrivent, ben, je vous montre les diapos qui ne passaient pas. Voilà, hein, c'est la bande dessinée sur l'accélérateur de particules, là. Voilà. Et à la fin, là, le petit cheminement de ce que je faisais, et puis vous retrouvez le site internet. Si vous voulez. Bonjour, monsieur le professeur Trouillas. Salut Serge. Salut Patrick. On se connaît depuis longtemps. J'avais quand même une question sur j'ai suivi ses activités scientifiques et je me suis intéressé dernièrement à ses activités de vulgarisation. Mais malgré tout, j'ai une vraie question scientifique. Parce que je n'ai pas la réponse suite à tout ce que tu avais fait. Est-ce que tu avais essayé de faire des dynamiques moléculaires avec un nombre de polyphénols ou de copigments ou de ce que tu veux, mais qui soit en relation avec la concentration réelle qu'on trouve dans les cellules ou dans les membranes? Et est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on peut penser à des associations 2 plus 1 ou 1 plus 1 plus 1 ou des choses comme ça? Oui, on a fait ça. Et alors, dernièrement, d'ailleurs, hein, je dis que je ne fais plus trop de recherche de projet académique, mais on a une publi dernièrement. On est revenu un peu là-dessus pour essayer, parce que, en fait, les données expérimentales pour voir ces interactions ont été faites en spectroscopie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Par exemple, vitamine E, quercétine. La vitamine E est fluorescente et lorsqu'elle est en association avec la quercétine, la fluorescence est quenchée. Et donc, on a fait ces expériences depuis un moment, mais on voulait parfaitement coller avec ces données expérimentales et voir l'effet concentration, justement. Et donc, on a été obligé de revenir sur ces simulations. Donc, on a en effet augmenté énormément la concentration. Alors, ça change. En effet, on a des effets concentration sur la capacité à interagir. Et les pourcentages réels de pp stacking existent effectivement parce qu'on a des concentrations assez fortes, hein, en général. En revanche, on ne trouve pas tant que ça alors, attention, hein, Serge, quercétine vitamineux seulement. On ne trouve pas tant que ça de complexes de sandwich très longs, en fait, des pigments copigments. À l'inverse, des stacks de self-association entre les quercétines, par exemple, ça on en a jusqu'à 7, 5, 6, 7, comme ça, des trucs assez longs, comme ça, qui se font. Ça existe, on en a vu. Mais quand c'est pigment-copigment, on peut avoir une alternance pigment-copigment 2 fois, un complexe à 3 unités, mais pas beaucoup plus en général. Après, ça s'arrête comme ça. Voilà ce qu'on a observé. Ouais. Ouais, c'est une espèce d'effet hydrotrope aussi où tu as un acide qui va aider à se mobiliser. Okay. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais quand même juste faire une petite remarque. J'ai eu la chance que tu m'offres 2 livres, mais je n'ai pas pensé à avoir des signatures. Est-ce que si je passe à Limoges, tu feras une séance de signature, de dédicace? Tu es le bienvenu en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, alors il y a effectivement pas mal de logiciels qui existent. Il y a différents types de logiciels. Il y a des logiciels gratuits, il y a des logiciels payants et il y a des logiciels très chers. Voilà, donc on essaye, bien sûr, ça a un petit peu changé entre quand je travaillais juste pour l'université, quand on travaille avec la start-up, bien entendu, mais c'est la plupart du temps des logiciels qui existent. Hein. On se base sur des méthodes et des logiciels qui existent.
En revanche, nous, ce que l'on développe, autant au niveau académique qu'à travers la start-up, ce sont des méthodologies de calcul parce qu'il y a de nombreuses méthodes et il faut savoir quelle méthode utiliser. Et on est obligé de tester les méthodes et de les confronter à des données expérimentales pour se rassurer, se dire que on est prédictif et on arrive à faire quelque chose de juste. C'est vrai pour les méthodes de chimie quantique, c'est vrai pour les méthodes de dynamique moléculaire. Et donc, bien sûr, c'est des logiciels il existe des logiciels clic-bouton assez faciles à utiliser, mais malgré tout, il faut un vrai background de modélisation moléculaire. Dans le labo, j'ai eu des gens, moi, qui venaient de la chimie théorique, mais pas que. J'ai eu des pharmaciens, j'ai eu des biologistes, des physiciens, et avec une vision assez multidisciplinaire, on peut rentrer dedans. Les formalines de la chimie théorique, c'est assez compliqué derrière. Ceux de la dynamique moléculaire, un peu moins dur, mais malgré tout, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage informatique pour lancer des calculs, choisir les méthodes, et ensuite, une des grosses parties de ce travail, c'est d'être capable d'analyser les données, et ça, c'est compliqué, il y a beaucoup de données, donc cette partie-là demande beaucoup de métiers de travail, mais c'est cette partie vraiment. Et ce que éventuellement les laboratoires ou la boîte développent, ce sont des outils d'analyse, justement. Et ça, on a des outils d'analyse maison qui sont développés, et je pense que beaucoup de labos essaient de faire ça. Il y a des labos qui restent sur un outil qui est très maison et qui est utilisé que pour les gens du labo. Et il y a des gens qui essayent d'exporter un petit peu et d'avoir des outils d'analyse un petit peu plus généraux, génériques, je dirais.